La commune de Saint-Suliac, située en bord de Rance, a fourni aux armateurs malouins depuis le XVIe siècle des centaines de pêcheurs terre-neuva, à l'image des villages situés en baie de Cancale pour aller pêcher la morue aux portes du Canada. En 1900, il y avait 300 Suliacais qui étaient sur les bancs de Terre-Neuve 8 mois de l'année. Donc ça déterminait complètement la vie du village, parce que c'était 300 hommes qui n'étaient pas au village, donc c'était les femmes qui décidaient, et c'était le village qui fonctionnait au rythme des arrivées et des départs des Terre-Neuvas, et aussi de la misère, et du côté tragique de la vie des Terre-Neuvas, avec toutes les victimes qu'il pouvait y avoir en mer à l'époque. La morue a constitué depuis le XIVe siècle un moyen de subsistance et une façon de manger maigre dans toute l'Europe dite du carême prolongé. L'Église imposait une certaine éthique religieuse par un carême rigoureux de 40 jours entraînant une importante consommation de poissons. Devant la raréfaction de ce poisson depuis le Pays Basque jusqu'à la Normandie, il fallut explorer plus loin du côté de Terre-Neuve, à l'époque héroïque de la marine à voile. Sous la Révolution, la pêche morutière fait vivre des milliers de familles. L'armement malouin est particulièrement florissant. En 1903, près de 11 000 pelletas embarquent sur des briques goélettes pour un univers hostile entre Islande et Terre-Neuve. Il reste aujourd'hui peu de témoins de cette odyssée de la pêche terre-neuvienne à la voile. Parmi ceux-ci, j'ai eu le plaisir de rencontrer Aimé Lefebvre, historien local et matelot, sur le Saint-Yvonique. Il a participé tout jeune à plusieurs campagnes sur les bancs et fait revivre cette mémoire oubliée. Alors c'est un tableau qui m'a été offert quand j'ai quitté la section de la chorale des corsaires malouins. Il y a un autre bateau ici, un brick goélette. En 1936. Et vous avez quel âge à ce moment-là? Comme novice, j'avais 16 ans. 16 ans, hein. Oui. Alors c'est vrai que... C'était déjà pas mal par rapport à mon père qui avait commencé à 12 ans. À 12 ans, hein. Et puis tous les marins, c'était 14-15 ans, quoi. Les départs pour les bancs sont un moment festif et émotionnel où l'on procède à l'équipement des bateaux et à l'embarquement des vivres pour 9 mois de campagne. Boire est souvent le moyen d'échapper à la tristesse du départ et conduit les marins vers un voyage dont ils ne sont pas garantis du retour. Aimé Lefebvre se souvient. Et à 16 ans, vous étiez suffisamment aguerri pour... vous étiez à l'aise. C'est-à-dire qu'à 15 ans, moi, à 16 ans, pardon, j'avais déjà fait de la petite pêche ici. Je savais bien ce que c'était qu'un doris. Je savais ce que c'était que les lits, les casiers, les filets, tout ça. Donc j'étais bien aguerri pour aller à Terre-Neuve. Terre-Neuve, un voyage périlleux de plusieurs semaines où les marins-pêcheurs vont être confrontés à la rigueur de la mer et au caractère fort des plus endurcis. D'ailleurs, je ne suis resté qu'une année novice, et l'année d'après, j'étais matelot. J'allais dans le doris pêcher la morue. C'était pas trop dur de partir si jeune, de quitter la famille et tout ça? Oh ben, forcément, comme toujours. Comme toujours, hein. Et les copains aussi en même temps. Et comme le dit René Convenant dans son livre, l'ambiance n'était pas spécialement tendre. Hein. Oh ben non, c'était pas des anges, hein, les bonhommes, comme on dit. Les bonhommes. Ah, les bonhommes, pas toujours facile avec les nouveaux venus. D'autant que l'ambiance se dégrade au cours de la campagne, au rythme de la production et des remontrances du capitaine de pêche. La météo et l'alcool n'arrangent rien. Les réflexions dégradantes sont le lot des plus faibles qui deviennent vite l'exutoire des caïds du bord. Il faut prier pour résister.
J'étais déjà costaud. Ouais, ouais. Donc vous étiez plus craint qu'un petit mousse qui avait 12 ans. Oui, mais on en a beaucoup raconté sur les mousses. Il y en a qui ont été battus parce qu'il y avait des brutes d'abord qui tapaient dessus, mais il y avait aussi des mousses qui méritaient souvent aussi les coups de pied aux fesses. Hein. Ouais, qui ne travaillaient pas correctement. Qui ne travaillaient pas ou qui n'étaient pas très forts pour travailler, quoi. C'était aussi l'époque, on était, disons, un peu dur. Il y avait pas que là, sur les chantiers à terre, ceux qu'on appelait les mousses qui débutaient le métier, ils étaient aussi maltraités. Hein. On en a fait des petits romans quand même avec ça. Hein. Des plus faibles, ce sont les mousses qui trinquent les premiers. Non seulement on les fait boire, mais on profite de leur jeune âge pour leur infliger des sanctions et des châtiments peu avouables, plutôt que de leur apprendre le métier. C'est l'époque où les jeunes enfants sont bizutés dans l'indifférence générale, tant à terre que sur mer. Il faudra l'arrivée du Saint-Yves, le bateau du Père Yvon, pour que cet aumônier au tempérament fort impose sa loi afin de défendre les plus faibles devant les armateurs. Il est obligé d'en parler. La sévérité exagérée, finalement. Ça existait, il y en avait encore. Il y en avait encore, mais beaucoup moins. Moi, je n'ai pas connu de brimade violente vis-à-vis des mousses. Et le travail qui leur était donné, qui vous était donné, n'était quand même pas facile non plus. C'était un travail lourd, qui était varié. C'est qu'on n'avait pas que le travail du poisson, il fallait s'occuper du nettoyage du bord. On avait les mains dans l'eau froide. Dans l'eau froide, oui. Pour travailler le poisson, pour l'énocter, enlever le sang aux épaules et dans la colonne vertébrale quand elle avait été enlevée par le trancheur. Donc il fallait un poisson parfaitement propre. C'était pas comme sur les chalutiers, on n'avait pas la pompe. Il fallait vider cette eau-là qui était salie par le sang et la remplir. Elle faisait 300 litres. Il fallait la remplir à coups de seau. C'était des seaux en bois. Et les blessures étaient nombreuses sur ces bateaux finalement. Les dorissiers qui avaient les phalanges à vif à cause des lignes, pour aller les lignes, se mettaient de la laine de mouton pour fermer les plaies, sans les guérir, bien sûr, ça ne guérissait pas. Et comment vous guérissiez donc les engelures et toutes ces misères? On n'avait pas d'engelures. Non. Comment ça guérissait finalement? Il n'y avait pas de pénicilline? C'est la mer. La mer, oui. C'est la mer qui guérissait. Et aujourd'hui, de cette vie de Terre-Neuve, là, quel meilleur souvenir vous gardez aujourd'hui? Les souvenirs pour moi ne sont pas mauvais. Hein. Je n'ai pas du tout de mauvais souvenirs. J'avais la fierté d'être capable de faire un métier comme ça. Ça avec adresse, j'étais assez adroit, j'étais souple à ce moment-là, j'étais leste. Moi, mon plaisir, c'était d'aller dans la mâture pour vérifier si tout était bon. Et quand on manœuvrait, quand on était à la voile, il fallait y monter aussi dans la mâture. J'aimais ça, j'aimais mieux être dans la mâture que sur le pont. Parce que sur le pont, il y avait les paquets de mer. Là, vous aviez les bottes pleines et vous étiez trempés. Tandis que quand vous étiez en haut, vous étiez au sec. Évidemment, il fallait être agile et faire attention quand même à tout ce qu'on faisait. Quoi. Et le danger, c'était pas évident. Il y en a qui tombaient de la mâture, c'est arrivé. Hein. Et il y a quelquefois, la toile ballonnait et l'homme perdait l'équilibre, soit qu'il tombait sur le pont, ou si le coup de roulis était trop violent, il tombait à la mer, auquel cas, souvent, on ne le revoyait pas. On était pris pour des pauvres malheureux qui avions de la misère, c'est tout. Mais on nous en faisait pas des héros quand même, pas pour ça. Aimé Lefebvre nous a quittés il y a quelques années, emmenant avec lui toute cette épopée de la grande pêche et ses récits de Terre-Neuve. Il repose aujourd'hui aux côtés d'autres aventuriers des mers qui ont marqué l'histoire de Saint-Suliac.